voilà, et c'est vrai que quand on en a parlé depuis ce matin, quand on dit mon corps, mon choix, on voit que dans la GPA et dans la prostitution, en fait, elles n'ont pas le choix, justement. Donc c'est un faux choix. Je suis aussi heureuse qu'on accueille aujourd'hui Myriam Benjatou, qui est juriste et présidente de l'association Femmes de droit. Et son intervention va porter sur l'angle juridique, évidemment, de la GPA. Voilà, on est impatients de t'entendre. Au cabinet du ministre où on était invité pour donner un avis sur la GPA, je lui ai dit, tu sais, on n'a pas tout à fait la même position. Moi, je suis hyper pour la GPA. Et elle m'a dit, oh, oui. Elle a eu l'intelligence de me dire, mais si je t'invite à lire la réglementation et à te faire ton avis. J'étais hyper pour la GPA pour l'argument de la liberté. Mon corps, mon choix. Si j'ai envie de pouvoir être enceinte et de donner un bébé à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on me l'interdirait? La liberté me semblait être un super argument et je défendais cet argument avec plein de bonnes intentions. J'imagine que vous entendez que je parlais à l'imparfait. L'enfer peut être pavé de bonnes intentions et donc je vais y revenir. Je voulais revenir sur le principe de la GPA en Belgique aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut lire sur certains sites, la GPA n'est pas interdite, elle n'est pas impossible, mais elle n'est pas non plus légale. En fait, la GPA profite d'un vide juridique, c'est-à-dire que normalement c'est pas possible, selon certains principes sur lesquels je reviendrai, mais comme ce n'est pas interdit, il y a un principe général en droit qui dit, pas que en Belgique, mais qui dit en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Or, c'est pas spécifiquement interdit pour le moment, en tout cas c'est pas nommément interdit, même si je réfère à tout ce qui a déjà été dit précédemment, on pourrait se baser sur plein de principes pour dire qu'en fait c'est interdit, mais ça l'est pas nommément, et donc c'est sur ce vide juridique qu'on profite aujourd'hui pour mettre en place des GPA. Comme il n'y a pas de cadre légal, il arrive que certains parents d'intention, les commanditaires, se retrouvent face à des difficultés lors de la procédure, notamment quand les GPA ont lieu à l'étranger. Et c'est ce qui justifie, politiquement, de réglementer sur cette question parce que c'est un vrai gros problème. Alors, on a une proposition de loi qui est en cours de discussion, réflexion, qui vise, en théorie, c'est très beau, les mots sont très jolis, à encadrer cette pratique en établissant des règles strictes pour protéger les parents d'intention, la mère porteuse et l'enfant. Ça, c'est en théorie. Ce que prévoit cette proposition, c'est de rédiger une convention détaillée qui prévoit les droits et les obligations de chaque partie. Et quand on commence à creuser un peu les droits et obligations, on se rend compte que les obligations de la mère porteuse sont quand même très très lourdes, puisque notamment la convention prévoirait que la femme enceinte n'a absolument pas le droit de prendre le moindre médicament sans une prescription médicale. Et que si elle ne respecte pas un des points de la convention, non seulement elle doit quand même remettre l'enfant, mais tous les frais liés à la grossesse sont à sa charge. Ça signifie que si elle a mal de tête, elle doit prendre rendez-vous chez un médecin pour avoir le droit de prendre un Dafalgan. Sinon, potentiellement, elle doit payer tous les frais. Et les parents d'intention ont quand même le droit de garder l'enfant à la fin. Voilà. Petit exemple. Cela étant dit, pour pouvoir vous permettre de vous faire une opinion, j'avais envie de revenir sur certaines définitions d'un point de vue strictement juridique. Parce que pour comprendre les enjeux, je pense que c'est important de comprendre certaines notions. D'abord, le droit, à quoi ça sert ? Alors, selon Rousseau, le droit, ça sert à poser les règles de vie en commun. Et moi, j'irai encore un peu plus loin en disant que ce sont des règles de vie en commun qu'on a besoin de verbaliser, de nommer pour pouvoir protéger les plus vulnérables dans la société. Une des premières choses que les étudiants en droit apprennent, en Belgique, en France, dans plein de pays, une des premières choses qu'on apprend dans le tout premier cours de droit, c'est la différence fondamentale entre les personnes et les choses. Parce que ça va différencier, ça va faire une catégorie qui va induire des conséquences et des droits qui sont vraiment très spécifiques. Les personnes, ce sont les sujets de droit. Les personnes, ce sont des entités qui sont titulaires de droits et obligations. Ça peut être des personnes physiques, là ce sont des êtres humains, ou ça peut être des personnes morales, et là ce sont des êtres humains qui se réunissent pour créer une entité à qui on va donner des droits, par exemple les associations, les entreprises, etc. Depuis
un petit temps maintenant, depuis l'abolition notamment de l'esclavage, on acquiert le titre de personne à partir du moment où on est vivant et viable. À partir du moment où on sort du corps de la mère qui nous a portés et qu'on est vivant et viable, on est un être humain et une personne titulaire de droits et obligations. Qu'est-ce que ça implique ? Et la chose, au contraire, une chose, c'est un objet. Parmi les choses, on retrouve notamment ce qu'on appelle les biens. Et les biens, ce sont tout ce qui peut faire partie d'un patrimoine. Mais il y a des choses qui ne font pas partie d'un patrimoine, mais qui existent. Et ça, c'est vraiment la différence. Alors, depuis peu, on a créé un statut un peu spécifique pour les animaux, mais on s'éloigne un peu du cadre. Et ce qu'implique le fait d'être une personne, c'est qu'on devient sujet de droit. Et du coup, il y a certains principes qui vont s'appliquer à notre personne. La loi va différencier les adultes des enfants. Alors, d'un point de vue strictement légal, un enfant, c'est tout être humain né, vivant et viable qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolu. 18 ans moins un jour, on est encore un enfant d'un point de vue légal. Alors, ça veut dire qu'avant la naissance, on n'est pas un enfant. Alors, évidemment, chacune peut avoir sa propre définition de ce que c'est un enfant à titre personnel. Moi, le jour où je sais que je suis enceinte, c'est déjà un bébé dans mon esprit, pour moi-même. Mais par contre, d'un point de vue strictement légal, l'enfant n'a le statut d'enfant et donc d'être humain et de personne qu'à partir de sa naissance. Avant ça, c'est un fœtus. Enfin, c'est d'abord un embryon et puis c'est un fœtus. Et alors, le statut juridique est pas très très clair. Alors, de nouveau, on s'éloigne un peu, mais en tout cas, ce n'est pas un enfant. Quand on parle de GPA, on parle d'un contrat, d'un accord qui va avoir lieu avant que l'enfant soit né. Alors, c'est difficile de dire aussi que c'est une chose. Hein. Je trouve que c'est pas tout à fait juste une chose, mais c'est pas non plus un enfant. Parce que si on décide que c'est un enfant, ça veut dire qu'on limite, voire on interdit définitivement tout droit à l'avortement. Et ça, c'est hyper problématique. Une des conséquences principales du fait d'être une personne, c'est que dans les droits, on a des principes généraux qui s'appliquent, notamment, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'indisponibilité du corps humain. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça implique, ce principe ? Ce principe implique de garantir le respect de la dignité humaine. Et donc, il interdit de vendre, de donner ou de porter atteinte au corps humain d'une quelconque manière. Ça, c'est la définition la plus globale que je puisse donner. Or, quand on lit la proposition de loi sur la GPA et les arguments en faveur de la GPA de manière générale, on parle d'une convention de don d'un enfant après sa naissance. Donner quelque chose, par définition, on donne une chose. Je vous ai dit, on différencie les choses et les personnes. On ne peut pas donner une personne, en tout cas pas une personne physique. C'est pas possible, on ne peut pas. C'est légalement, il n'y a rien qui permette de faire ça. On peut donner son autorité parentale, on peut donner les droits, je sais pas, patrimoniaux, mais on peut pas donner une personne en tant que telle. En tout cas, depuis la fin de l'esclavage, on ne peut plus, et c'est, à mon sens, une très bonne chose. Et donc, rien que ce principe-là va à l'encontre du principe de l'indisponibilité du corps humain. La deuxième chose, c'est que pour créer cet enfant, on va louer un ventre. Alors, on peut appeler ça de plein de manières différentes, on peut enrober ça avec plein de jolis mots, mais on va utiliser un corps humain pour en fabriquer un autre. Et ça, c'est aussi l'exploitation d'un corps humain. Cet argument est peut-être le moins fort des deux, c'est pour ça que je le mets en deuxième, mais ce sont les deux raisons pour lesquelles ça contrevient au principe d'indisponibilité du corps. Quand on parle d'enfant, on parle aussi des droits de l'enfant, extrêmement important. Parmi les droits de l'enfant, ils ont été établis dans une convention internationale qui date de 89, pas hier, qui a été signée par quasiment tous les États du monde, sauf deux, notamment les États-Unis. Du monde. Enfin, je veux dire, l'Arabie Saoudite a signé cette convention. Si on va dans les clichés, hein. Et cette convention prévoit des droits, notamment un droit important qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce principe dit que dans toutes les causes qui le concernent, l'intérêt de l'enfant doit toujours être primordial et pris en considération de manière plus importante que tous les autres intérêts. Ça peut pas être le seul intérêt,
suis pas forcément d'accord avec ça. Mais ça, c'est l'état du droit. Mais ça doit être un intérêt qui est plus important que tous les autres intérêts en cours. Le problème de cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant, rien que sur ce sujet, rien que la question de l'intérêt supérieur de l'enfant en droit, c'est plus que le contenu d'une thèse de doctorat. Rien que le contenu de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de la maltraitance, c'est plus que le contenu d'une thèse de doctorat. Vraiment, c'est un sujet qui est très compliqué, je pourrais en parler pendant des heures. En tout cas, ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une thèse de doctorat? Parce que ce n'est pas défini. Actuellement, il n'y a pas de définition stricte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, ce que j'observe, moi, en tant que juriste qui me suis spécialisée sur les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est que ce concept est instrumentalisé à toutes les sauces. Par exemple, on nous affirme que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rester en contact avec son violeur quand son violeur est son parent. Ça va à l'encontre de toutes les connaissances scientifiques sur le sujet, mais c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et ça clôt tout débat. Alors que, évidemment que non. C'est évidemment le cas aussi dans la GPA. Et ce qu'on observe, c'est que toutes les justifications au sein de la GPA, c'est de dire c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de respecter tout ce que veulent les parents d'intention. Alors, si dans les parents, de manière générale, il y a des raclures de fond de toilette d'autoroute, j'essaye de pas être sexiste dans mes insultes dorénavant. Du coup, voilà. Pourquoi est-ce que dans les parents d'intention, ce serait une exception? Dans les parents d'intention, il y a des gens qui sont ultra problématiques, j'en suis certaine, comme chez tous les êtres humains. Mais pour autant, ce que veulent les parents d'intention, c'est ça qui amène la certitude que l'intérêt supérieur de l'enfant sera rencontré. Par quel miracle? Personne ne nous le dit, mais ça, c'est ce qu'on affirme. Et donc, les parents d'intention veulent que la mère porteuse disparaisse de l'acte de naissance. C'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que ce soit le cas. Les parents d'intention veulent que l'enfant naisse par césarienne. C'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que l'enfant naisse par césarienne, etc., etc. Pourtant, un autre principe de la Convention internationale des droits de l'enfant dit que les enfants ont le droit de connaître leurs origines. C'est sur cette base-là, d'ailleurs, que l'accouchement sous X n'est pas permis en Belgique. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Or, si on fait disparaître la mère biologique, la mère porteuse, quel que soit le nom qu'on lui pose, de l'existence de cet enfant, comment peut-il connaître ses origines? Parce que même si, juridiquement, un enfant n'acquiert le statut d'enfant qu'à sa naissance, et vraiment, je pense que ça ne doit pas changer, j'insiste, sa vie, elle commence déjà avant. Il y a des interactions avec sa mère. La meilleure preuve, c'est que on parle de génétique, mais même si l'ovocyte n'appartient pas à la mère porteuse, il y a des échanges entre la mère et l'enfant à tel point que sur la base d'analyse génétique, on peut savoir avec certitude qui est la femme qui a porté cet enfant. Juste en analysant le patrimoine génétique de l'enfant, on peut savoir avec certitude qui a porté l'enfant. C'est bien la preuve que même biologiquement, il reste un lien, même quand ce ne sont pas les ovocytes de la femme qui a porté l'enfant. Et puis il y a eu des échanges, je veux dire, on nous bassine pour toutes celles qui ont un enfant ou qui ont voulu s'intéresser à ce sujet, pour elles, pour une copine, qu'importe. Ah, c'est bien de mettre Mozart dans des écouteurs sur le ventre pour que l'enfant... Bah, donc il faut savoir, est-ce que c'est important de prendre soin de l'enfant quand il est in utero ou pas? Alors, je pense que pas forcément aller jusqu'à faire des injonctions aux femmes, mais oui, je pense qu'il se passe des choses déjà avant la naissance. C'est du coup dans l'intérêt supérieur de l'enfant de garder des liens et de pas le rompre. On sait que la rupture du lien au moment de la naissance crée des traumatismes. Alors oui, parfois ça arrive parce que la femme n'est pas en état psychologique ou mental ou physique de pouvoir s'occuper de l'enfant. Elle l'abandonne à la naissance et ça doit être son droit le plus strict parce que personne ne doit être forcé de s'occuper d'un enfant. Par contre, quand ça arrive, c'est pas voulu. C'est-à-dire qu'aucune femme ne se dit « Tiens, si je faisais un enfant pour l'abandonner à la naissance. » Trop bien. Personne ne fait ça dans l'absolu s'il n'y a pas un projet de GPA. Dans la GPA, on va volontairement créer un traumatisme à un enfant pour le plaisir de parents d'intention. Mais comme les parents d'intention le voulaient, c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, je vais déposer quelques questionnements. Mais en tout cas, le droit de l'enfant, ce n'est pas... Les droits des enfants, ce n'est pas le droit à l'enfant. C'est-à-dire qu'on a le droit de désirer un enfant. C'est pas pour autant que la société a le droit de tout mettre en place pour qu'on ait notre enfant avec notre patrimoine génétique. Et il y a d'autres... Enfin, si on s'intéresse vraiment au sort des enfants, il y a plein d'enfants à l'adoption qui ne rêvent que d'avoir des familles, et peut-être qu'on pourrait passer par là.
Je voudrais quand même juste insister juridiquement sur la question de la parentalité et de la filiation. Aujourd'hui, on a un principe juridique en droit belge qui dit que la mère est toujours certaine. C'est-à-dire que quand on va créer un acte juridique qu'on appelle un acte de naissance, et sur cet acte, on va reprendre différentes notions, notamment le nom de la femme qui accouche. Et une des volontés dans la réglementation de la GPA, c'est de supprimer cette mention. L'autre parent, dans un couple hétérosexuel classique marié, prenons un cas basique, le père va pouvoir être mentionné sur l'acte de naissance. S'ils sont mariés, c'est automatique, que ce soit d'ailleurs un père ou une autre mère. Il y a d'autres procédures, mais on s'en fiche un peu. Mais par contre, l'enfant sera soit né d'une femme toute seule, soit d'une femme et d'un homme, ou d'une femme et d'une autre femme. Ok ? Là, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que l'enfant a été conçu uniquement par les parents d'intention. Ça veut dire que si un couple d'hommes procrée via la GPA, on aura un acte de naissance qui affirme que l'enfant a été conçu intégralement et uniquement par 2 porteurs de pénis. Je trouve ça ça n'a aucun sens. Alors supprimons la notion d'acte de naissance. Mais c'est vrai, je veux dire. Et il semble que le problème de la GPA, ce soit que ce ne soit pas un lien de filiation aussi fort que dans un acte de naissance, mais un lien lié à l'adoption. Or, nous a-t-on dit, vraiment, je me dépêche. Or, nous a-t-on dit, quand on a mis en avant la question de l'adoption, on nous a dit, oui, donc comme vous avez le privilège d'avoir des enfants de manière naturelle, vous voulez laisser les enfants de seconde zone aux parents qui ne peuvent pas procréer. Et en fait, non, c'est juste que moi, je hiérarchise pas les enfants en enfants de première zone quand ils ont été voulus et qui sont nés dans des bonnes conditions, et des enfants de seconde zone quand les conditions de vie n'ont pas été favorables. Je pense que tous les enfants ont la même valeur, ont les mêmes droits et devraient être défendus, aimés, soutenus de la même façon. Alors quand on me dit que c'est moi qui suis problématique parce que je défends le droit des enfants, mais qu'à côté de ça, d'autres personnes estiment qu'il y a des enfants de seconde zone, je trouve ça d'une violence inouïe. Je pense que c'est cet argument-là qui m'a fait basculer dans... Il y a peut-être un problème avec la GPA, vraiment. Je voudrais revenir juste sur... je vous ai dit au début... l'argument pour lequel j'étais pour la GPA, j'ai encore plein de choses à dire, mais j'étais pour une question de liberté. Ma liberté, la liberté, c'est extrêmement important, et je continue à croire vraiment que la liberté, c'est important. Mais la liberté, elle induit, par définition, une vraie liberté. C'est-à-dire qu'une liberté qui est contrainte, qui n'est pas éclairée, qui n'est pas liée à une pleine connaissance de tous les enjeux, de toutes les conséquences, n'est pas une liberté. On nous fait croire que c'est une liberté, mais ça n'en est pas une. La définition, d'ailleurs, du consentement, parce que la réforme de 2022... on fait un pas en avant, un pas en arrière. Sur la partie définition du consentement, elle est très très bien faite. Elle explique qu'un consentement qui est obtenu en profitant de la vulnérabilité de la personne n'est pas valable. Ce n'est pas un vrai consentement. La personne, elle n'est pas vraiment libre de consentir si elle consent uniquement parce qu'elle est vulnérable par rapport à la personne qui lui demande. Et donc, c'est là où ça blesse. C'est que quand on nous fait croire que la GPA est une liberté, ce n'est pas une réelle liberté. C'est pas parce qu'on dit que c'est libre que ça l'est pour autant. Et si on creuse ce qu'il y a derrière le mot liberté, on se rend compte que ça n'en est pas. Et donc je maintiens la liberté des femmes à disposer de leur corps, mais ce droit doit forcément être lié à la liberté des femmes à être pleinement informées de toutes les causes, de toutes les conséquences et de tous les enjeux sociaux, politiques et économiques derrière chacun de leurs choix, ce qui n'est pas le cas actuel.